Bien le bonjour à toutes et à tous, 20 ans en franc avec vous pour ce lundi 11 février 2019. Ce matin, on a un certain degré d'appétit pour le risque, en tout cas sur le Forex. On a l'AUD et le NZD qui surperforment sur fond d'espoir d'une avancée dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. On a le troisième volet des négociations qui commencent cette semaine, enfin aujourd'hui même, parce qu'on a Steven Mnuchin, secrétaire au département du commerce, et Larry Kudlow qui sont même à Pékin actuellement, et qui rencontreront le vice-premier ministre chinois jeudi, le 14 et 15 février pour voir une avancée dans les négociations. Toutefois, on a toujours un marché qui reste plutôt prudent, compte tenu du fait que Donald Trump a annoncé jeudi qu'il ne prévoyait pas de rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, d'ici la fin de la trêve commerciale le 1er mars, et il avait indiqué lors de son discours de l'État de l'Union, que une rencontre avec Xi Jinping était nécessaire pour conclure un accord commercial. Donc a priori, il n'y aura pas d'accord commercial finalisé, conclu avant la fin de la trêve, ce qui est synonyme de nouvelles sanctions, nouveaux tarifs douaniers, à partir du 1er mars contre la Chine. On a également un rapport, vous savez, du département du commerce qui a enquêté sur l'impact des importations de véhicules européens aux États-Unis. Ce rapport sera publié le 17 février et à compter du 17 février, on pourrait avoir des voitures européennes qui pourraient être taxées par les États-Unis. Il faut savoir qu'actuellement, les voitures américaines importées en Europe sont taxées à hauteur de 10% et que les voitures européennes importées aux États-Unis ne sont pas taxées, ou en tout cas très très peu. Donc il y a trois possibilités. Soit le département du commerce ne taxe pas les voitures européennes, soit le département du commerce s'aligne sur les taxes européennes, c'est-à-dire augmente les taxes des voitures sur les voitures européennes à 10%, ou alors on peut avoir taxation spécifique sur certains véhicules, comme sur les véhicules à haute technologie, ou sur certains composants. Donc voilà, on a différentes possibilités, différents scénarios. Il faut savoir que si les voitures européennes sont taxées à hauteur de 10%, il y a des estimations comme quoi ça coûterait entre 0,3 et 0,4 points au PIB de la zone euro. Bien évidemment, le premier impacté sera l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est son excédent commercial, il est essentiellement réalisé grâce aux exportations de véhicules. Voilà, donc le premier impacté par des tarifs douaniers s'ils sont mis en place contre ces véhicules européens, ça serait l'Allemagne. Et c'est pour ça que le DAX sous-performe finalement depuis le début de l'année 2018. C'est parce que depuis le début de l'année 2018, on a réellement une volonté de Washington de rééquilibrer la balance commerciale, ce qui ne fonctionne pas pour le moment. Mais bon, on a carrément cette volonté. Chaque indice a sa spécificité. L'Allemagne, c'est beaucoup le secteur industriel est très très présent. En France, le secteur pétrolier et dorénavant de plus en plus le secteur de luxe est dominant, sont dominants, pardon. Le FTSE, secteur financier, qui est largement dominant. On a chaque indice qui a sa spécificité. Donc le DAX, si demain on a des tarifs douaniers sur les voitures européennes, eh bien le DAX, il y a des fortes chances qu'il reprenne sa baisse. Alors, assez parlé, on va faire un petit... on va déjà commencer par l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, je vais commencer par saluer la salle de trading. Alors, bonjour à tous. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Edgy, bonjour. Alors, Edgy qui me dit bien le bonjour. Heureux de commencer la semaine ensemble. Eh bien, écoutez, plaisir partagé, Edgy. Ça me fait très plaisir. Ce webinaire quotidien. Donc voilà, merci pour votre présence. Gérard, bonjour. J'espère que vous êtes tous en forme. Raymond, bonjour. Denis, François, bien le bonjour à vous. Frédéric, que je salue. Denis, Brice, Nicole. Voilà. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous passez un très bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Alors
Vendredi, à Wall Street, on a eu des indices qu'on clôturait dans un ordre dispersé. Alors, on a eu une baisse en première partie de séance, puisqu'on a eu de l'aversion au risque compte tenu de un retour des craintes sur l'économie mondiale. Mais ensuite, on a eu des bons résultats d'entreprise qui ont permis de faire rebondir le S&P et le Nasdaq. Mais voilà, on a quand même eu une séance assez particulière vendredi. Vraiment en deux parties, les indices européens ont clôturé dans le rouge. Donc voilà, le VIX a perdu 3,87%, le DXY a progressé, il continue de surperformer le dollar ce matin. Alors on a une nette surperformance de l'AUD et du NZD, deux devises commodities océaniques qui sont particulièrement corrélées à l'économie chinoise, dépendantes de l'économie chinoise. Et puisque ce matin on peut dire de l'espoir de la part des investisseurs d'une avancée dans les négociations commerciales, eh bien on a la bourse chinoise qui était fermée, je rappelle, tout au long de la semaine dernière, puisque c'était férié. Eh bien on a le CSI 300 qui gagne plus de 1%, et l'AUD NZD qui surperforme le FX. Donc on peut dire oui de l'appétit au risque ce matin. En plus qu'on voit le yen il perd 0,21, le gold il perd 0,17%. Bon, le Nikkei il est fermé aujourd'hui, mais le MSCI Asie ex Japon est en hausse de 0,25. Au niveau du calendrier économique, donc le focus sera essentiellement porté sur les chiffres britanniques. 10h30, PIB prévisionnel du quatrième trimestre. On aura également la balance commerciale et la production industrielle. Denis se prononce Denis, pardon, sans le S. Excusez-moi, Denis. Excusez-moi. Alors, Brice me dit, en forme et positionné sur DAX depuis 11 300 à la vente. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, vous voyez ce matin, AUDNZD surperforme, le dollar, l'euro, à l'équilibre, et on a le yen qui sous-performe. Donc ça, c'est quand même témoin d'appétit au risque. C'est témoin d'appétit au risque. Attention, on a les cours pétrole qui sont en légère baisse, moins 1,08%. Donc ça, c'est un facteur d'aversion au risque. Donc c'est pas tout vert ce matin. C'est pas tout vert. Et voilà, ce qu'on aurait aimé pour qu'on ait vraiment un appétit au risque très affirmé, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours un ratio, vous voyez, il y a deux extrémités, une aversion, un appétit au risque, et voilà, on a un curseur qui varie entre les deux, mais on a des nuances, c'est pas tout vert, c'est pas tout rouge, vous voyez. Donc là, on a l'appétit, mais c'est pas non plus de l'euphorie qu'on a, puisque sinon on aurait eu des cours de pétrole qui seraient en hausse, et ce n'est pas le cas ce matin. Donc voilà, donc l'AUDN, non, on va regarder le Forex après. Faut reprendre les bonnes habitudes. Le DAX, voilà, le DAX, on a eu une belle baisse depuis mercredi, vous voyez. Alors, on en avait parlé, les indices qui étaient sous résistance. Regardez le CAC 5084. Hop, là on avait le range, on est sorti par le bas. Donc ça c'était voilà, ceux qui ont vendu à 5050 et au mieux 5080, et bien écoutez, ils sont particulièrement bien fait, hein, ces vendeurs. Le premier objectif c'était 5000, ça a été largement dépassé. On est venu chercher 4950. Alors on voit qu'on a des acheteurs à 4950. Alors pourtant j'ai pas l'impression que ça correspond à un niveau très très important. Peut-être que je me trompe. Alors 4950, voyons, on est un petit peu au milieu. Alors, je dirais pas de nulle part, on est proche de support majeur, mais c'est pas non plus un seuil important. Vraiment le seuil important, je dirais c'est 4900. Vous voyez 4900 ici, ça a été support du 26 octobre, support du 20 novembre. 4900, c'est un niveau où les acheteurs sont fortement présents. Voilà, on reste dans une tendance haussière en swing trading puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile. Vous voyez, alors on est à la moyenne mobile à 10 séances, mais en tout cas on n'est pas sous la moyenne, sous la bande basse de Keltner. Et en horaire, on est à la limite de ce canal, on y est sorti par le bas très légèrement. Voilà, si on regarde en 4 heures, alors 4 heures, faut que je réaffiche les données du cash. 8 heures jusqu'à 16h30. Donc en intraday, moi ce que j'aime bien, c'est enlever les cotations du futur. Comme ça nous permet d'avoir un canal. Donc là on a un gap haussier. Parce que si vous mettez les cotations du futur, vous ne verrez pas les gaps. Vous ne verrez pas les gaps. Donc si vous voulez voir les gaps
les gaps du jour au lendemain, pardon, le mieux c'est d'afficher les cotations pendant la cotation cash pardon du CAC 40. Et là on voit que le CAC 40 a rebondi parfaitement sur le bas de ce canal. Donc voilà, ce canal, il est très important. Maintenant, vous constatez qu'on est sous 5000 points. Donc est-ce qu'on a les fondamentaux, l'appétit au risque nécessaire pour dépasser 5000? Écoutez, compliqué à dire en ce lundi matin, on n'a pas trop d'éléments pour juger de cela. Donc, il va falloir être très prudent aux 5000 points. Il y a des vendeurs, ce qui est certain, c'est qu'il y a des vendeurs qui vont se manifester, qui vont vendre à 5000, et il y en a d'autres qui vont croire en une progression. Donc, il va falloir être assez prudent. Moi, je n'ai pas d'opinion très tranchée, pour être tout à fait franc avec vous actuellement. Ce matin, on a l'appétit au risque, mais dorénavant, on est sous résistance sur le CAC 40. Voilà, ça me semble un petit peu risqué de payer sous une résistance. Donc, le mieux, je pense, c'est d'attendre un breakout. Si on a une hausse au-dessus de 5000, on ira chercher le R1 du jour. Maintenant, attention, je ne pense pas qu'on ira chercher ni le R2 et encore moins le R3, étant donné qu'on n'a pas de catalyseur macro attendu. Voilà, les chiffres britanniques, c'est des chiffres britanniques, donc ça n'a pas impacté directement ceux de la zone euro. Et deux, en plus, c'est des chiffres, on va dire, mineurs. C'est pas des chiffres qui vont être très très importants. Même s'il y a le PIB, il est prévisionnel. Il me semble que c'est la deuxième estimation. C'est pas source de forte volatilité. Vous voyez. Donc, d'un point de vue macro, je ne vois pas ce qui pourrait justifier une hausse jusqu'au R2 journalier. À part si on a la reprise, vous savez, des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Si on a des bonnes informations aujourd'hui, ce qui me semble peu probable puisque c'est le premier jour des négociations, eh bien oui, ça justifierait un rebond jusqu'au R2. Mais bon, encore une fois, ça me semble peu probable. On est le premier jour des négociations, c'est le troisième volet. Les deux précédents volets, on n'a eu aucune avancée concrète. Donc je vois pas pourquoi, pour ce premier jour de la reprise des négociations, on aurait d'un seul coup une avancée. Vous voyez. Après, tout reste possible, mais ça me semble peu probable. Donc le R1 me semble être le maximum possible en intraday. Donc si on dépasse les 5000, le R1 pourquoi pas, donc aller chercher 5016. Au-dessus, ça me semblerait assez compliqué. Alors Denis qui me dit Valentin, les marchés étant assez illisibles actuellement, êtes-vous toujours négatif sur l'évolution des indices? Alors c'est vrai qu'ils sont assez illisibles. Alors, moi j'étais négatif depuis les 5080, enfin j'étais négatif quand même au début de cette hausse. Ensuite, comme vous savez, je m'étais mis plutôt en retrait, j'attendais des confirmations, si je puis dire. Et là, on a eu une belle baisse qui est venue chercher les 5000 points, donc c'était assez intéressant. Maintenant, depuis vendredi, après la fermeture des marchés européens, et on voit ce matin, on a une hausse, on a un retour de l'appétit pour le risque. Donc, pour moi, une correction de cette baisse, cette petite baisse me semble possible. Maintenant, tant qu'on ne dépasse pas les 5084, je dirais qu'il y a encore un potentiel baissier. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à une baisse en ligne droite, étant donné qu'on n'a pas eu vraiment de catalyseur justifiant un retour d'aversion au risque. Donc, si on devait tracer avec les retracements de Fibonacci, vous voyez, une correction de 38 voire 50% me semble possible, et 5000 points peut-être un niveau de résistance assez intéressant. Pour être tout à fait franc avec vous, je suis un peu déçu de ma prestation la semaine dernière, puisque j'ai beaucoup hésité à 5083 à être baissier. J'attendais des confirmations et finalement ça s'est révélé vrai. On a eu une belle baisse et par crainte que c'était un faux signal, je n'ai pas pris, je ne suis pas entré à l'avant. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de regret, pour être tout à fait franc avec vous, vendredi. Quand j'ai vu le CAC baisser, il a quand même bien baissé le CAC 40. Il avait bien baissé en début de séance et ensuite il a clôturé. Là on a le prix du futur, donc il avait clôturé en hausse le futur, mais sinon le cash il avait clôturé dans le rouge, et jeudi pareil. Donc
voilà, un petit peu déçu d'avoir raté, d'avoir manqué ce trade, alors que j'avais quand même une conviction assez importante. Le VIX était très bas. Bon, on avait beaucoup de facteurs, de signaux baissiers. Maintenant, là, ce matin, je vois pas pourquoi on irait davantage en baisse. Alors, à 5000, je pense que c'est un niveau qui peut être intéressant à vendre, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a pas réellement de catalyseur et je n'en vois pas pour aujourd'hui qui pourrait justifier une hausse jusqu'à 5000. Il y en a, mais c'est peu probable qu'ils arrivent. C'est-à-dire, encore une fois, si on a une avancée concrète dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, oui, ça justifierait une hausse au R1, voire même au R2, mais je vois pas pourquoi il y en aurait aujourd'hui. Vous voyez, c'est le troisième volet. Les deux précédents volets, qui ont duré quand même plusieurs jours, il y a pas eu d'avancée concrète. Donc, je vois pas pourquoi pour cette première journée de négociation, il y aurait d'un seul coup des avancées. Donc, je pense que 5000, bon, c'est une résistance assez importante. Et pour le DAX, eh bien, c'est 11 000. 11 000, voilà, c'est un niveau assez important. Vous voyez que ça avait fait office de résistance. Alors, précédemment, support. Vous voyez, support, support, devenu résistance, breakout, redevenu support. Donc là, 11 000, c'est un niveau qui, selon moi, peut se vendre. Voilà, je pense qu'il peut se vendre et bien dans l'idée pour chercher une correction encore plus importante. Je pense que le marché va rester assez prudent, étant donné que on est dans une phase de négociation entre les États-Unis et la Chine, et deux, comme je vous l'ai dit, le 17 février, on aura la publication du rapport du département du commerce américain sur les voitures européennes. Et comme vous savez, le DAX c'est celui qui est le plus, euh, comment dire, qui va être le plus impacté par la décision du département du commerce. Si on a finalement le département du commerce qui indique que ça ne vaut pas la peine de taxer les tarifs européens, les voitures européennes, le DAX, il prendra probablement 3 à 4% la semaine prochaine. D'accord. Et à l'inverse, si on a par contre le département du commerce qui décide de taxer les voitures européennes, il y a des chances, il y a des fortes chances qu'on ait une poursuite de la baisse du DAX de 3 à 4%. Donc le DAX et les investisseurs devraient rester quand même assez prudents, je pense, cette semaine. Donc voilà. Brice qui nous dit DAX retour 10 000 de mon point de vue. Alors à terme, moi je pense que c'est fortement possible. Je vais y venir sur le S&P après et je vais vous expliquer pourquoi. Mais là en intraday, bon 10 000, c'est pas question, hein, vous savez très bien. Mais voilà, 11 000 on voit résistance et là on voit le support. Vous voyez, c'est la span B Ishimoku, c'est le nuage. Donc là on est dans une zone assez délicate. Vous voyez, si on passe au-dessus de 11 000, on ira chez le R1, comme le CAC. Hein. Si on passe au-dessus de 5 000, on ira chez le R1. Mais là, on est dans une zone un peu tampon, vous voyez, où on a, à mon avis, vraiment un petit peu une guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Ça devrait être assez délicat. Si on passe sous les 10 950, ce sera direction voilà, on ira chercher davantage de baisse. On ira probablement chercher les 10 600. Donc là, pour l'intraday, si je vais me positionner, je dirais que les 11 000, c'est intéressant à shorter pour viser les plus bas de vendredi. Et le CAC, pareil, 5 000, intéressant à shorter pour viser les plus bas de vendredi. Voilà un petit peu le résumé, enfin mes attentes pour aujourd'hui sur les indices européens. Au niveau du S&P, alors, au niveau du S&P, voilà, moyenne mobile à 200, prise de bénéfice, les vendeurs qui ont pris la main, divergence baissière sur stochastique qui n'est pas validée, puisqu'on a le stochastique qui est toujours au-dessus de ce plus bas du 29 janvier. Donc, il faut que le stochastique passe sous 80 pour avoir un vrai signal baissier. Ensuite, on pourra avoir une confirmation grâce aux bandes de Keltner, puisque si le cours en journalier clôture en dessous de la bande inférieure de Keltner, ça sera un signal baissier. Et dans ce cas-là, on pourra chercher une correction jusqu'à 2600. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les traders agressifs ont pu vendre la moyenne mobile à 200. Les traders défensifs attendent davantage de confirmation. Et là, pour le moment, on n'a toujours pas la confirmation nécessaire pour les traders défensifs. Et je ne pense pas qu'on va connaître un V-top. Vous voyez, V-top, ça me semble un peu probable. Donc, je pense qu'on va avoir une période de petite consolidation. Voilà, je pense dans le range actuel. Alors, pas aussi longtemps, hein, mais du coup, ce range, il sera surveillé parce que les traders défensifs, ils passeront à la vente à 2680. 2680, plus bas de vendredi. Si on passe en dessous, si on clôture en dessous, signal baissier, direction 2600, puis 2500. Voilà, donc pour le S&P, prudence. Moi, ce que je constate sur le S&P, et je suis plutôt d'accord avec mon collègue Alexandre Baradez. Alors,
je ne suis pas souvent, vous savez que moi, je suis plutôt optimiste sur normalement les marchés actions, mais c'est vrai qu'en cette période, pardon, c'est assez délicat. Et alors, Alexandre, voilà, un titre qu'il a écrit, donc c'est pour le média Investir des Échos, vous connaissez probablement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ma présentation à Genève, eh bien, je compare beaucoup à la situation actuelle avec celle de 2007-2008. Et voilà, et c'est tout à fait vrai. Enfin, en tout cas, j'ai la même opinion que Alexandre, qui dit que jusqu'à la fin 2018 et ce début 2019 en bourse ressemble beaucoup à ce qui est passé en 2007-2008. Donc, je vais vous faire voir rapidement ma présentation de Genève. Deux graphiques que je vous ai déjà fait voir, hein, mais bon. Alors ça charge parce qu'il est quand même assez important ce. Alors voilà. Alors ce que je veux vous faire voir, c'est voilà. Voilà, donc 2007, donc baisse de voilà une vingtaine de pourcents depuis le sommet, assez importante. Rebond sur un support, retour à une résistance. Voilà, on peut cette résistance, c'est la ligne de coup. J'aurais pu également mettre ce support là, vous voyez, ce support qui devient résistance, donc à peu près 1450, vous voyez. Et ensuite une nouvelle baisse. Donc là, c'était le 10 janvier, donc c'était il y a un mois. Et maintenant, vous voyez, on est aux alentours des 2700. Aux alentours d'ici. Donc on a dépassé cette ligne de coup. Vous voyez. Mais concrètement, ça ressemble beaucoup. Moins 20%, rebond. Et on est à peu près ici. On a commencé une baisse jeudi-vendredi. D'accord. On a commencé une baisse. Donc là, c'est qui tout double. Soit on va chercher les sommets à 2900. Si on a l'aide des banques centrales, concrètement, parce que c'est les banques centrales qui voilà, pourraient permettre un nouveau bull market. Je vois que les banques centrales qui pourraient justifier ça, un rebond majeur. Si on a une banque, par exemple la Fed qui voilà, annonce une diminution de la normalisation de sa politique monétaire, enfin de la normalisation de son bilan, parce que vous savez que voilà, Powell a changé vraiment de ton, et même la Fed, la Fed est passée de autopilote pour la normalisation du bilan à flexible. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une réduction. Si demain on a clairement Powell et la Fed qui annoncent que la réduction du bilan sera plus faible que prévu, c'est-à-dire que au lieu de baisser de 50 milliards de ventes pour 50 milliards d'actifs par mois au marché, eh bien la Fed va vendre c'est pas 25 milliards au lieu de 50, ça serait un facteur positif pour les marchés actions. Ce serait un facteur positif. Maintenant pour le moment, on n'a pas encore une fois, on n'a pas de vraiment d'arguments concrets qui justifieraient un rebond de marché action, ni sur le plan des tarifs douaniers, ni sur le Plexit et ni sur les banques centrales. Alors, on a les banques centrales qui ont adouci leur ton, mais voilà, on n'a rien de très concret, de tangible. Donc pour moi, ça reste dans une zone, on est dans une zone assez délicate. Donc ça va être qui tout double. Soit on revient au plus bas vers les 2323, et ensuite 2323 sera le support concrètement à payer hein, si on revient à ce niveau de prix, parce que ce sera qui tout double. Ce sera qui tout double. Je vous fais voir pourquoi. Parce que voilà. Ça c'était 2007-2008. 2007-2008. Rappelez-vous la baisse de 20%, le rebond, le pullback, la ligne de coup, et ensuite on est revenu au plus bas 1255. Et si on passe en dessous, donc là en l'occurrence c'est 2323, mais l'équivalent du support, ouais, qu'après on a un mouvement de panique, puisque la force relative Gold Brent, elle s'envole à ce moment-là. Vous voyez que par rapport au sommet Gold Brent, bon, on a même eu une sous-performance de l'or par rapport au Brent, malgré la baisse du S&P. Mais quand on a dépassé 1255, c'était le mouvement de panique, c'était la capitulation du marché. Et là, le Gold Brent, c'était à la hausse. Donc pour le moment, on n'a pas de panique. On n'a pas de panique parce que si on regarde le Gold Brent, il ressemble globalement à cette période-là. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre Baradet sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a dit dans le journal Investir, comme je viens de vous faire voir, c'est que ça ressemble, on a énormément de points communs entre 2007 et 2008 sur le S&P 500. Maintenant, on n'a pas la capitulation. Et pour moi, tant qu'on n'a pas la capitulation, tant qu'on n'a pas
le breakout de ce support, donc là c'était 2007-2008, ça correspondait à 1255, mais nous aujourd'hui c'est, encore une fois, 2323. C'est 2323. Oui, c'est ce plus bas là. Donc tant qu'on n'a pas de cassure de 2323, pour moi il n'y a pas de crack, pour être clair, il n'y a pas de crack à prévoir, même si si on a une récession américaine, en général une récession américaine ça coûte 40% au S&P 500. Ça coûte 40 à 50. Donc là on a fait une baisse de 20. Si on passe sous 2323 ou si on a une récession américaine, le S&P, il y a de fortes chances qu'il baisse de encore 20% par rapport à 2323. Ce qui veut dire une baisse beaucoup plus importante. Si on regarde, concrètement, il faudra viser 40%, vous voyez, c'est entre 38 donc et 50, ce sera un retour au moins jusqu'à 2000 points. Si on a une récession américaine, on va chercher 2000, voire même 1780, voilà, en tout cas par là. Et donc, le DAX, pour répondre à votre question, parce que là je me suis un peu éloigné, oui, le DAX ira chercher 10 000, il ira chercher 10 000 dans ce scénario-là. Donc, pour de l'intraday, pour le S&P 500, intraday swing trading plutôt, concrètement, ça devrait se jouer entre le récent sommet 2738 qui, je rappelle, correspond à la moyenne mobile à 200 séances, et le récent plus bas. Tant qu'on reste dans ce range, les day traders, voilà, ils traderont ce range. Maintenant, si on passe en dessous des 2681, ça sera un important signal baissier. Ce sera un important signal baissier jusqu'à 2600 dans un premier temps, et on ira chercher beaucoup plus bas. Au niveau de nos indicateurs, alors le VIX, il est à 16. Vous voyez que le VIX, consolidation sur le support. On est passé légèrement en dessous, mais on l'a réintégré. Donc là, ce sera très important à suivre. Le VVIX, alors on a eu une baisse vendredi, mais vous voyez qu'on est revenu, on est toujours dans un niveau de forte complaisance, puisqu'on est en dessous de 90. Et voilà, est-ce que le VVIX et le VIX justifient est cohérent avec la situation actuelle, ou en tout cas la situation à venir, étant donné qu'on est à moins de 20 jours de la fin de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, et on n'a pas d'avancée sur entre les deux pays, et on est à moins de 2 mois du Brexit. Donc moi je pense que le marché est en stand-by, attend, il est très prudent, parce que ça va être tout double. Ça va être tout double, on est proche des séances majeures, donc on pourrait avoir un accord, mais en même temps, pour moi, on n'a pas d'avancée. Donc je pense que les niveaux actuels, d'un point de vue spéculation, me semblent à un niveau de prix très intéressant à vendre. Maintenant, on n'a pas les signaux, encore une fois, techniques suffisants. Si demain le stochastique passait sous 80, à la rigueur, on aurait un signal baissier important. Mais pour le moment, on peut très bien avoir ce qu'on avait eu fin janvier. On avait eu une baisse importante et finalement, on a eu une nouvelle impulsion. Donc, on pourrait avoir la même chose. Donc, tant qu'on est sous les plus bas de vendredi, au-dessus des plus bas de vendredi, mais sous la moyenne mobile à 200, vous voyez, dans cette zone-là, c'est neutre. Neutre en swing. Neutre en swing, neutre à moyen terme. Si on passe en dessous, on ira chercher une baisse jusqu'à 2600, puis 2500, voire même 2323. Ça dépendra le catalyseur, vous voyez. Et à l'inverse, si on a une hausse, on ira chercher 2800, voire même, finalement, on ira chercher les anciens sommets. Maintenant, les anciens sommets, pour aller les attraper, il faudrait, je pense, soit un accord commercial, soit un accord sur le Brexit, ou soit des banques centrales qui viennent en aide au marché. Donc des banques centrales qui deviennent accommodantes. Je vois pas d'autres raisons catalyseurs qui pourraient permettre une hausse. Et ces trois scénarios-là, parmi ces trois scénarios, ça me semble, je suis davantage, alors pas pessimiste, puisque je ne suis pas quelqu'un pessimiste de manière générale, mais je pense plutôt qu'on va avoir une correction. Voilà. On approche quand même d'une récession américaine, il y a des probabilités qui augmentent de plus en plus, et cette simple probabilité,
m'incite à être négative, avoir une perspective négative sur le S&P 500 cette année. Ça va être vraiment qui tout double cette année. C'est qui tout double. Soit le S&P, vous voyez, il fait un plus 15% cette année, ou soit à l'inverse, il va lâcher 15%. C'est vraiment qui tout double. Ça va pas être une hausse, je pense. Voilà, ça va pas se jouer entre du plus 10 ou du moins 10%. Ça devrait être vraiment beaucoup plus important. C'est soit hausse majeure, soit baisse majeure. Donc voilà pour ce qui est des indices, je passais beaucoup de temps. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, il arrive sur support. Moi, je pense que c'est intéressant, enfin c'est important de s'intéresser à l'euro à l'approche de support. Pour un moment, tout comme le S&P ou les indices, enfin, on n'a pas de signaux baissiers, enfin du coup haussier pour l'euro, pardon. Mais on est sur un support, un 13, qui est très 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 important. Regardez en journalier, ce support-là, ce fut une résistance qui est devenue support. Voilà, un 13, je ne sais pas ce qui se passe à un 13, on le saura probablement jamais, mais peut-être qu'on a des banques centrales qui achètent. Voilà, qui achètent. Alors, c'est pas forcément la BCE qui achète à un 13, hein. Ça peut être des banques centrales qui vont augmenter leurs réserves d'euros en achetant l'euro à un 13. Vous voyez, par exemple, la BBOC peut acheter l'euro pour faire plier du dollar, pour faire baisser le dollar. Euh, pour augmenter ses réserves, oui, excusez-moi. Donc, l'euro, un 13, disons que d'un point de vue ratio risque au rendement, est-ce qu'il faut shorter un 13? Quand on voit ce qui se passe depuis novembre, novembre même voilà, depuis la crise de la livre turque en août. Alors c'était quand la crise de la livre turque? Journalier. Voilà. Vous voyez, quand on voit ce graphique, moins 13, je ne shorterai pas, j'aurais plutôt tendance même à acheter d'un point de vue ratio risque au rendement. C'est quoi? C'est un risque. C'est une zone de risque. Vous voyez, qui est de cette zone-là, au maximum avec 75 pips de risque, puisque là, le plus bas, il est à 1,1225. Et le potentiel haussier, il se situe où? C'est ce triangle finalement, ce triangle baissier. Donc là, on irait chercher 1,15. Donc vous voyez que d'un point de vue ratio risque-rendement, ça fait un risque de 75 pour, allez, 200. C'est pas un ratio risque-rendement excellent, c'est pas du ratio risque-rendement de 4 ou de 5, mais ça reste un ratio risque-rendement supérieur à 2, ce qui est, selon moi, assez intéressant. Donc là, l'euro, 1,13, c'est qui tout double. Faut faire attention au bear trap, parce que vous voyez qu'on a des mèches. Vous voyez quand même, on a des mèches ou un 13. Et là, on a eu un beau chandelier baissier. Mais voilà, on voit qu'un 13, c'est un niveau où il y a des acheteurs qui sont dominants depuis le mois de novembre. Donc, voilà, c'est pas le moment d'acheter l'euro ce matin, mais si on vient chercher un 13, avec un petit peu de patience, je pense qu'on ira le chercher, et qu'on a un signal haussier comme une divergence, par exemple, voilà, un signal haussier quelconque, ça sera l'opportunité de passer à l'achat. Au niveau du JBP, du coup, le GBP, je pense qu'il a encore une marge de baisse, même si voilà, le GBP, je le trouve assez incertain. Je pense qu'il peut revenir vers 1,28, 1,28 qui est un niveau assez important quand même sur la livre sterling. Voilà, 1,28 c'est ce niveau-là. Alors, voilà, 1,27 et quelques. Vous voyez, support. Alors, c'est plutôt une zone. Je traçais, voilà, je traçais cette zone. Voilà, là, on voit quand même qu'on a pas mal de voilà, d'ordre, de volume, puisqu'on a des zones de retournement. Enfin, on a eu beaucoup de retournements dans cette zone-là. Donc 1,28, vous voyez, entre 1,29 et 1,28, on a quelque chose d'assez important. Si on passe en dessous d'un 1,28, c'est signal baissier direction 1,25. Mais tant qu'on est au-dessus d'un 1,28, j'ai envie de dire que ça se paye. La livre se paye. Au niveau de l'USD Yen, 110, toujours un sous résistance. Vous voyez que le dollar, il est quand même sous résistance face au yen. Il arrive sous résistance face à l'euro, puisque l'euro arrive sur support. Donc là, le dollar, voilà, je pense que USD Yen, ça se vend. L'USD Yen à 110, ça se vend. Encore une fois, ça fait depuis maintenant quelques semaines que je le dis. À 110, le ratio de rendement, un peu comme l'euro-dollar, il me semble en faveur de la baisse. Le risque, il est de quoi? Vous voyez que le récent sommet
c'est 110,16. Donc si on passerait au-dessus de 110,16, ça invaliderait la stratégie de vente. Donc le risque, il est allé d'une vingtaine de pips pour aller chercher à court terme 46, voire en swing trading moyen terme 160. Donc là, on a un ratio de rendement extrêmement intéressant si on vient chercher du coup cette oblique haussière. Donc voilà, si on vient chercher 109, on a quand même un ratio de rendement de 10. À vous de voir si ça en vaut la peine de tenter une vente. Mais en tout cas, moi, l'USD Yen, je le vois sous résistance, donc ça va être qui tout double. Le dollar est sous résistance face au yen. Le dollar est sous résistance face à l'euro. Le dollar est sous résistance face au GBP. C'est quand même les trois autres devises les plus importantes après le dollar, hein, l'euro, le GBP et le yen. Donc le fait qu'on ait ces trois, on a le dollar face à ces sous résistance à ces trois devises, ça, c'est synonyme. Ça va être compliqué pour que le dollar augmente davantage. Ça va être compliqué, surtout face au yen. Parce que ce qui justifie l'achat du dollar en ce moment, c'est plutôt la diversification du marché, c'est l'aversion au risque. Et qui dit aversion au risque dit hausse du yen. Donc encore face à l'euro, pourquoi pas, mais face au yen, ça veut dire que le marché achète du dollar et vend du yen. Je vois pas pourquoi ils vendraient du yen en ce moment, puisque la hausse du dollar est justifiée par plutôt de l'aversion au risque. Donc encore l'euro, s'il passe sous un 13 pendant quelques séances et qu'ensuite il remonte, bon, à rigueur il est passé sous un 13, je peux comprendre. Mais le dollar, le voir passer au-dessus de 110 yens, je vois pas pourquoi. Voilà, je vois pas pourquoi le yen baisserait face au dollar davantage. Faut savoir que le dollar, c'est une devise d'aversion au risque. Enfin, c'est une devise qui s'apprécie lorsqu'on a de l'aversion au risque. Mais quand on a de la panique, ce qui est une nuance quand même de l'aversion au risque, lorsqu'on a de la panique, donc qui est illustré par le VIX ou le VVIX, c'est le yen qui surperforme. C'est pas le dollar. Donc si on a demain un sell-off sur les marchés actions, le yen surperformera le dollar, bien que ces deux devises soient des devises d'aversion au risque. Alors le VIX comparé au VIX 3 mois, ce qui est également un indicateur intéressant puisque ça montre finalement le marché s'il se couvre plus sur du court terme que sur du moyen terme. La logique derrière cela, c'est que si le VIX comparé au VIX 3 mois est sous 1, ça veut dire que le marché se couvre davantage sur 3 mois que sur 30 jours, puisque le VIX classique c'est sur 30 jours. Et si le VIX, cette force relative est trop basse, c'est-à-dire que le marché est trop confiant. Donc, plus il est confiant, vous savez, plus la barre est haute, plus ça va être difficile d'être surpris positivement. C'est la logique. Donc, si on a un VIX comparé au VIX 3 mois qui est trop bas, le moindre catalyseur négatif a de fortes chances d'impacter la psychologie d'investisseur. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on a cette force relative qui est extrêmement élevée, comme ici, vous voyez, comme à ce moment-là ou comme à ce moment-là, c'est clairement que le marché, c'est irrationnel. C'est de la panique, c'est irrationnel. Donc voilà, là on est sur un niveau de support, vous voyez, qui n'a pas été dépassé. Donc là encore, ça justifie de la prudence. C'est surtout pas le moment d'acheter les marchés américains, puisqu'on a des indicateurs de risque qui sont quand même assez bas et donc qui sont synonymes de rebond. Ça témoigne d'un marché, des investisseurs qui sont dans un esprit complaisant, de confiance, alors qu'encore une fois, on est à moins de 20 jours de la fin de la trêve commerciale et on est à moins de 2 mois du Brexit. Donc les choses ont de fortes chances de changer d'ici là. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir forcément un crash, mais un nouveau sell-off me semble clairement possible d'ici le début du mois de mars. Alors je vais répondre à vos questions. Donc du coup le dollar sous résistance, on regarde le DXY. DXY 97,15, plus haut de 7 semaines, c'est assez important. Dollar, pour moi, il se vend vers ce niveau de prix, même si voilà, on n'a pas suffisamment de signaux vendeurs. Bon, en tout cas, on voit que le dollar, il est acheté, hein. Il est acheté, pourtant, on n'a pas une Fed qui normalise. Enfin, on a une Fed qui s'est montrée plus flexible. Donc, normalement, ça devrait être négatif pour le dollar. Ça l'a été d'ailleurs. Non, ça ne l'a même pas été, vous voyez. Donc, on voit clairement que le dollar, pourquoi il est acheté? Eh bien, parce que déjà, on a eu des chiffres assez négatifs en zone euro la semaine dernière. Production industrielle allemande, commandes aux industries allemandes, ça a été négatif. Et j'en saute des statistiques, mais la semaine dernière, honnêtement, les statistiques européennes ont été décevantes. Et donc, ça justifie l'achat de dollars. Parce que le marché, s'il vend de l'euro, il va pas acheter, il achète en partie du dollar. Bien évidemment, il achète également du yen et dans une plus faible mesure du franc, mais
voilà, le dollar, c'est la devise de réserve, c'est vraiment une devise très très importante. Donc là, si on regarde la ligne précédente, regardez les chiffres. Honnêtement, est-ce qu'on voit plus de bleu que de rouge? Non, on voit plus de rouge, vous voyez. Production industrielle allemande, commandes aux usines allemandes, balance commerciale allemande, production manufacturière française. Voilà, on a eu des déceptions. On a eu des déceptions. Donc, donc c'est ça qui justifie la hausse du dollar, selon moi, la semaine dernière. C'est qu'on a eu des chiffres décevants en zone euro. On a eu des chiffres décevants. Et d'ailleurs, si on regarde le dollar index, voilà, le dollar index, il a progressé, mais là, on voit qu'il n'est pas non plus, il est sous résistance finalement. Le dollar, il est sous résistance. Donc DXY sous résistance, dollar index équipondéré sous résistance, euro-dollar, il arrive sur support, l'USD yen sous résistance, le GBP USD, il arrive sur support. Excusez-moi. Donc voilà, moi le dollar, je le vois sous résistance. Et donc, bien qu'on n'ait pas les signaux baissiers nécessaires, enfin, oui, nécessaires pour vraiment shorter en confiance le dollar, les probabilités de hausse du dollar me semblent assez limitées. Le dollar, il va progresser que si on a une poursuite des chiffres décevants en zone euro. Je vois pas comment il peut davantage progresser puisqu'on a la Fed qui devient moins au quiche, enfin moins confiante qu'auparavant. Pour vous, si euro-dollar passe haussier moyen terme, c'est plutôt un signe de bonne forme de la zone euro si un 16. Alors, déjà un 15. Honnêtement, Philippe, on ira chercher un 15 puisque faut pas oublier que l'euro-dollar, on est un triangle quand même descendant. Donc ça, c'est un gros facteur négatif. C'est voilà, un point négatif pour l'euro. C'est-à-dire que la pression vendeuse est de plus importante. Donc déjà un 15, ça serait un retour à un 15 serait bien. Maintenant, ce serait un signe positif pour la zone euro. Alors oui, je pense que si l'euro rebondit, ça sera un signe positif pour la zone euro. Si l'euro rebondit, ça viendra de l'un des deux facteurs. Soit c'est parce qu'on a des chiffres décevants aux États-Unis et donc le marché se couvre sur la zone euro, ou soit c'est parce qu'on a des chiffres positifs en zone euro. Donc ça viendra soit des États-Unis, soit de la zone euro. Mais voilà, d'un point de vue technique, honnêtement, l'opportunité sur le dollar me semble être haussier à 1,13. S'il vient à 1,13, juste d'un point de vue de l'analyse technique, si on met à côté l'analyse fondamentale, si on fait abstrait, 1,13 pour moi, voilà, ça se paye. Ça se paye. Le S&P, la moyenne mobile à 200, ça se vend. Voilà, d'un point de vue ratio risque rendement, j'ai du mal à voir une hausse du S&P au-dessus de la moyenne mobile. Si on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances, si on clôture au-dessus, dans ce cas-là, ça invaliderait ça témoignerait d'un momentum haussier plus important que je l'estimais. Et donc, ça invaliderait ma stratégie. Mais encore une fois, le dollar, il a une sous résistance face aux trois autres devises les plus importantes qui sont l'euro, le GBP, le yen. DXY sous résistance, dollar index équipondéré sous résistance, les indices sous résistance, CAC 5000, DAX 11000, S&P proche de sa moyenne mobile à 200. Vous voyez, on est dans on va dire un turning point, on est dans un niveau où ça va être qui tout double. Soit on perd 3% cette semaine ou la semaine prochaine, soit on en gagne 3. Vous voyez, même plus, je dirais même 5, vous voyez, c'est plus 5 ou moins 5. C'est cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc pour prendre une position, enfin vraiment pour m'affirmer, je dirais que je suis baissier sur dollar actuellement et baissier sur les indices. Je sais que vous voulez des opinions tranchées, donc voilà, baissier dollar, baissier indice. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vends le dollar à ce niveau de prix. Et je vous l'ai déjà dit, l'euro, enfin le dollar, ça se vend si l'euro vient à 1,13. Mais là, on est à 1,1320, donc je pense qu'on a encore une vingtaine de pips de baisse sur l'euro possible. Philippe qui me dit bon que c'est plutôt un signe d'aversion au risque si on retourne sur ces niveaux, sur les indices, ce qui est contradictoire avec l'analyse sur indice un peu non. Alors pas forcément non. Alors si on a une vente du dollar et qu'on a de l'aversion au risque, la devise qui va la plus surperformer le dollar, ça sera le yen, bien évidemment. Ce sera pas l'euro. Parce que si on a de l'aversion pour le risque, on aura, oui, de l'achat du yen, un achat dans une plus faible mesure du franc, mais surtout du yen. Donc oui, si on a la version risque, on aura
le yen qui va surperformer. Ça ne veut pas dire que l'euro va sous-performer forcément. Les devises commodities comme l'AUD, le CAD, le NZD, oui, parce qu'ils sont énormément corrélés à la psychologie des investisseurs. L'euro, le GBP, c'est un peu plus compliqué que cela. Il n'y a pas réellement de corrélation entre le S&P et l'euro. Si vous regardez le S&P et l'euro-dollar, il n'y a pas vraiment de corrélation en intraday. Alors que si vous regardez l'AUD yen ou le CAD yen, ils sont énormément corrélés au S&P 500. Donc, voilà, l'euro GBP, c'est ni des devises d'aversion au risque, ni des devises d'appétit. C'est beaucoup plus complexe que cela. Enfin, c'est particulier. Voilà. L'euro et le GBP, j'ai envie de dire, ça évolue énormément selon les statistiques macroéconomiques et beaucoup moins par rapport à la psychologie des investisseurs, par rapport à l'appétit et l'aversion d'un point de vue global, pardon. Donc non, une hausse de l'euro-dollar et une baisse du S&P 500 est totalement compatible. Si le dollar il est sous des résistances majeures, l'achat de l'euro se justifie même si on est dans une phase de baisse du S&P. Bien évidemment, si on a une panique, si on a un VIX qui bondit, qui prend, voilà, comme ce qu'on a connu, les flash crash, bien évidemment, on n'aura pas de hausse de l'euro. D'accord? On aura voilà, le yen qui va fortement surperformer. Et c'est pour ça que je pense que le yen, là, il est à un niveau assez intéressant. L'USD yen, il est sous résistance, mais concrètement, tout ce qui est AUD yen, c'est pour ça que moi, l'AUD yen, voilà, je suis particulièrement baissier. L'AUD yen, tout rebond pour moi, eh bien, ça peut être des opportunités de vente. Si on retourne, voilà, on était venu à 80, les vendeurs à 80, ils sont relativement contents, je pense. Pour moi, l'AUD yen, voilà, c'est une parfaite devise pour une parfaite paire pour trader déjà une négociation commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais surtout pour avoir voilà, une certaine pour trader l'appétit ou l'aversion au risque. Vous savez que l'AUD yen, c'est la paire mineure la plus volatile. Donc si on revient là à 79, vous voyez faire cette résistance. Si on vient à 78-70, ça sera un niveau de short pour l'AUD yen. Donc le yen, pour moi, il se paye. Hein. Le yen, dans ce contexte-là, on a l'approche, encore une fois, d'échéances assez importantes. Moins de 20 jours de la fin de la trêve commerciale, moins de 2 mois du Brexit. Voilà, tout pullback du yen. Si on a un retour du yen, par exemple ici, sur ce support, enfin même là, hein, vous voyez, puisque c'était le haut du range de 2018. Donc si on revient à ce niveau-là, honnêtement, pourquoi pas passer, clairement à l'achat sur le yen. Alors Philippe me dit, oh, je vois un peu, c'est plus le yen haussier qu'il faut surveiller avec un euro-dollar qui monte aussi, mais c'est plutôt ce que vous envisagez. Alors pourquoi alors pas de hausse sur indice? Parce que si on a un retour de la version pourrie, déjà je vois pas les catalyseurs qui suffiraient davantage d'appétit au risque. Je vois pas pourquoi le S&P dépasse sa moyenne mobile, je vois pas pourquoi le CAC dépasserait ses récents sommets. On peut y retourner, mais voilà, à part si on a une avancée concrète sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, pourquoi pas? Mais encore une fois, pour moi, il y a 3 catalyseurs qui pourraient justifier un bull market, allez, plutôt une hausse, peut-être pas un bull market, mais une importante hausse des marchés actions. C'est 1, si on a un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. 2, si on a un accord sur le Brexit, un soft Brexit. Ou 3, si on a des banques centrales qui viennent en aide au marché actions. C'est les 3 catalyseurs qui permettraient à la rigueur une hausse importante des indices. Pour le moment, voilà, vu ce qu'on se connaît actuellement, je vois pas. Voilà, le Brexit, c'est le point mort. Au point mort, on est revenu à la case départ presque. Négociation commerciale, on n'a pas d'avancée concrète, alors que ça fait plusieurs semaines que les deux parties sont en négociation. Et au niveau des banques centrales, bon, on a un ton un peu plus flexible. On n'a pas de mesures accommodantes qui sont annoncées. Dans ce contexte, comment appréhender l'euro-yen? Concrètement, si on a de la version risque, vous savez que le yen surperformera toutes les devises. Donc, si on est baissier sur les indices, vous savez que le yen, eh bien, il s'appréciera énormément. Donc, toutes les devises seront baissières face au yen. Donc voilà, si vous anticipez une baisse des marchés actions, comme par exemple moi, honnêtement, d'un point de vue rationnellement, tant qu'ils sont sous ces résistances, CAC à 5000, DAX à 11 000, S&P sur un mode mobile à 200 séances, tant qu'on est sous ces résistances, pour moi, les perspectives sont plutôt baissières sur du court et moyen terme. Voilà, si on ne peut pas attendre des signaux qui
converge totalement en baisse parce que lorsque tous les signaux sont baissiers, c'est la fin de la tendance baissière. Vous savez que si on attend trop, c'est trop tard pour entrer à la vente. Donc c'est là un petit peu la particularité du trading, c'est prendre des risques, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'on est sous des résistances. Je vois pas les moteurs qui pourraient justifier davantage de hausse. Donc voilà, j'ai une opinion plutôt baissière. Donc concrètement, l'euro-yen baissier également. Toutes les paires en yen ont des perspectives baissières dans ce contexte où je m'attends à une baisse des indices. Donc euro-yen, voilà, euro-yen, on voit si on a un retour à 125 qui est une résistance. Hein. Si on a un retour à 125, 125,50 pour être précis, pardon. 125,50, ça se vend sur l'euro-yen. Ça se vend pour aller chercher voilà, les récents plus bas, 123, voire même le bas de ce flash crash sur le yen. Donc vers 122 à terme. Donc 125,50, ça se vend. La UD yen, je rappelle, c'est 78, 68, ça se vend. L'USD yen, 110, ça se vend. Voilà, et on pourrait continuer cette liste des paires en yen. Alors, je fais un tour sur l'or et le pétrole parce que là on a pris beaucoup de temps et je me répète beaucoup, je pense. Donc au niveau de l'or, bah, il est sous pression parce que voilà, le dollar il reste quand même assez puissant ces dernières séances. Mais 1300, encore une fois, si on a un retour à 1300, bien ça veut dire que le dollar sera sous résistance, l'or sur support, donc ça pourrait justifier un regain d'appétit pour le cours de l'or. L'or, bien qu'il soit volatile, est un actif assez intéressant pour les investisseurs qui souhaitent se couvrir sur les marchés actions. C'est pas corrélé négativement marché action, mais en fait c'est pas corrélé. C'est pas corrélé. Il n'y a pas de corrélation positive ni de corrélation négative. Donc si un investisseur cherche à ne pas être influencé par les marchés actions, par ce qui se passe sur les marchés actions, ils vont acheter de l'or. Et voilà, et les obligations sont des actifs qui sont corrélés négativement au marché actions. Si on a une baisse des marchés actions, on a une hausse des obligations. Donc là, l'or, il s'apprécie dans ce contexte parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'or et les marchés américains. Je parle bien sur du long terme, hein, d'un point de vue investissement, il peut en avoir à court terme, mais voilà, les corrélations évoluent dans le temps. Mais donc l'or, 1300, ça se paye. Surtout compte tenu du fait qu'on a, encore une fois, l'euro, le yen et le GBP qui sont sur support face au yen, face au dollar, pardon. Donc on commence à avoir des devises qui sont attractives, l'or qui devient attractif s'il vient à 1300. Et au niveau des cours de pétrole, alors les cours de pétrole sous résistance, divergence baissière. On avait une épaule tête épaule qui n'a pas été validée sur le Brent, qui l'avait été sur WTI. Donc là, vous voyez, sommet, de plus en plus bas. Et là, si on prend les mêmes sommets, sommet de plus en plus haut. Donc voilà, divergence baissière sur le Brent. Divergence encore plus baissière sur le WTI, regardez. Et là, ça y est, hein, vous voyez que le stochastique qui part en baisse. Là, à mon avis, on va avoir, il y a de fortes chances qu'on ait un mouvement baissier. J'ai presque envie de dire qu'on peut vendre le WTI jusqu'à 49-48, qui est le plus bas de décembre. Ça me tente, hein, vu la configuration technique. Voilà, ça me tente clairement, mais là on voit qu'on est sur support. Voilà, si on passe en intraday sous cette oblique haussière, que je vais mettre voilà, un peu plus grosse et en vert pour bien la voir. Vous voyez, support. Si on passe en dessous, direction 49-48. Au vu de la divergence baissière qu'on a sur du journalier. Voilà, ça me semble assez intéressant d'un point de vue technique. Je suis d'accord avec vous, mais sur les indices, il y a trop de gens qui parlent de récession et quand on écoute les décideurs des grands groupes, pas du tout. Alors, ça c'est pas vrai, Philippe, c'est pas vrai. Vous avez en grande partie raison, mais au niveau des grands groupes, alors ça dépend quel grand groupe, parce que si vous regardez les grands groupes américains, eh bien il y a des études, hein, il y a des sondages qui sont réalisés auprès des CEO, des PDG des grandes entreprises américaines, des plus grandes entreprises américaines, et il y a
ils anticipent, alors j'ai plus le chiffre en tête, c'est un collègue qui me l'a dit, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble qu'ils anticipent une récession d'ici 2 ans. Il y a 60%, il me semble. Faut que je vérifie ce chiffre précisément. Mais voilà, dans l'idée, il y a entre 60 et 70% des PDG, des grands PDG américains qui anticipent une récession américaine d'ici 2 ans. Voilà. Donc ça va pas se faire demain, mais moi, vous le savez, voilà, j'anticipe une récession américaine d'ici. Pour moi, ça devrait se faire fin de l'année ou début de l'année prochaine. J'ai fait une étude sur les probabilités de récession aux États-Unis selon la courbe des taux. Et selon la courbe des taux actuelle, il y a, oui, une probabilité importante d'une récession d'ici 2 ans. Il me semble. Voilà, attendez, je vais vous faire voir. Alors, je vais vous faire voir mon étude que je vous ai déjà fait voir il y a quelques temps, mais voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Vous pouvez peut-être prendre une capture d'écran comme vous voulez. Alors, c'est celle-ci, probabilité récession. Alors, c'est en train de charger. C'est en train de charger. Voilà, donc, alors ça, c'est mon étude. Là, comme ça paraît pas très lisible. Si vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la courbe des taux. Enfin, j'ai comparé la courbe des taux, vous voyez, avec une probabilité de récession d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, selon la tranche de la courbe des taux. Donc, les résultats, ils sont ici. Et donc, actuellement, la courbe des taux, elle est entre 10 et 20. Donc, on a une probabilité de récession de 75% d'après l'histoire, depuis 1976. C'est-à-dire que comment j'ai calculé cette probabilité, j'ai comparé la courbe des taux avec la récession américaine. C'est-à-dire que lorsque la courbe des taux était entre 10 et 20, entre 11 et 20 points de base, d'ici 2 ans, il y avait 75%, 75% du temps, on avait une récession. Donc c'est quand même un chiffre important. Vous voyez. Donc voilà. Et seulement 29% d'ici 6 mois. Ça fait déjà à peu près 6 mois qu'on est entre 10 et 20. Donc c'est normal qu'on n'a pas de récession. Ouais, la courbe des taux, elle est ici. Alors, voilà. Elle est ici, on a 16 points de base. Et vous voyez, ça fait depuis 3 décembre 2018, alors entre 10 et 20, on était rentré quelques temps en août, mais voilà, ça fait depuis décembre, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, qu'on est entre 10 et même, 0,1, donc entre 10 et 20, entre 10 et 20, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc vous voyez, la probabilité de récession, elle est faible. D'ici 1 an, elle est encore minoritaire, elle est de 42%, elle n'est pas de 50. Donc voilà. D'ailleurs, on va regarder 50%. Voilà. Donc là, en rouge, c'est lorsqu'on a une probabilité au-dessus de 50%. Donc, tant qu'on est entre 10 et 20 points de base, vous voyez que il y avait une récession 2 ans après, 75% du temps. Donc c'est pas 100%, mais quand même. Et vous voyez que si elle est inférieure à 10, probabilité de récession d'ici 6 mois, 78, probabilité de récession d'ici 1 an, 98, probabilité de récession d'ici 2 ans, 99. Alors évidemment, ce qui s'est passé avant ne va pas forcément dicter ce qui va se passer après, mais au moins ça permet d'avoir une idée de ce qui peut se passer, de ce qui s'est passé et donc ce qui peut se passer. Alors, François qui me dit, est-ce que c'est moi qui fais les crypto-monnaies, le webinaire crypto-monnaie? Alors non, ce n'est pas moi, c'est mon collègue Yoav Nizar. D'ailleurs, petite annonce, excusez-moi, je prends beaucoup de temps dans ce webinaire. Demain, premier point de marché, entre guillemets, en commun avec Vincent Gann. Vincent Gann, un analyste technique chevronné, qui a de l'expérience. Alors, pour s'inscrire, rien de plus simple, comme vous le savez. Eh bien, vous allez sur le site d'LIFX, séminaire en ligne. Et voilà, Vincent Gann et moi, nous vous proposerons une analyse avec une autre conviction, une conviction commune que nous avons. Alors ça peut être, on peut en débattre, enfin on va en débattre d'ailleurs, mais ça va durer 10-15 minutes, on va aller assez rapide pour que ce soit efficace. Demain à 11h heure française. Et voilà, donc c'est avec Vincent Gann, vous savez simplement, comme vous savez, à vous inscrire.
Donc voilà, je vous envoie le lien d'inscription si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et voilà, bien évidemment, ce webinaire sera disponible en replay sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Alors, Philippe me demande, est-ce que c'est vrai que le US Bond sur 3 ans est très lisible en analyse technique? Alors, très lisible, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, très lisible. Les bonds, en général, sont lisibles de toute façon. Alors, en 3 ans, j'ai pas entendu parler d'une certaine, voilà, d'un certain commentaire sur le 3 ans. Donc peut-être que c'est plus lisible. Mais honnêtement, j'ai pas entendu dire que voilà, le 3 ans, il avait quelque chose de spécifique. Vous voyez, ça m'a, voilà, jamais entendu en tout cas un commentaire sur le 3 ans en particulier. Le plus regardé, c'est les rendements à 10 ans. Les rendements à 10 ans, c'est plus important parce que c'est entre le court et le long terme. Finalement, c'est du moyen terme. Et la voyez de 10 ans, il est sur support qui était auparavant une résistance. Donc là, le 10 ans, voilà. Le rendement est corrélé au marché action. C'est pour ça que le marché obligataire est corrélé inversement au marché action. Parce que le rendement, c'est l'inverse. Le rendement d'une obligation, c'est l'inverse de son prix. Si je devais résumer, enfin voilà, si je devais simplifier la chose, le rendement évolue de la direction opposée que le prix du coupon. Et le prix du coupon, c'est le marché obligataire, c'est la tendance. Donc si le marché achète des obligations, le rendement y baisse. Et si le marché vend des obligations, on a le rendement qui augmente. C'est pour ça que le rendement, on dit qu'il est, enfin voilà, il est corrélé positivement au marché action, normalement, la plupart du temps. Si on superpose rapidement avec le SP, on a des sommets, vous voyez, quand même assez intéressants à suivre. Et là, on voit qu'on a une décorrélation, donc on a le rendement qui baisse. Ce qui veut dire que le marché obligataire, il est acheté et le marché action est acheté. Et ça peut être considéré comme un indicateur leader, étant donné que vous voyez que là, le sommet du rendement s'est fait avant le S&P, le sommet du rendement s'est fait avant celui du S&P, voilà. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. On a passé beaucoup de temps aujourd'hui, donc merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Donc demain matin, 9h, point de marché comme d'habitude avec moi-même, enfin avec moi, point de marché quotidien. Et ensuite à 11h, donc 2 heures après, le webinaire avec Vincent Gann. Voilà. Merci à vous et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.